La Grénothèque de la médiathèque de Lourdes vous propose aujourd'hui de faire une petite incursion dans la magie. Alors c'est parti, c'est tout chaud et c'est Radio Gréno. Alors de la magie au jardin, vous me direz, mais quel mystère! Eh bien, pour que la magie s'invite dans votre jardin, je vous propose 4 ingrédients secrets. Alors, les pièges à gouttelettes, les grandes bringues qui bougent bien, les plantes pchit et les plantes crinières. Même si vous vous demandez au vu de cette liste ce que j'ai bien pu mettre dans ma tisane, je vais vous démontrer comment, avec ces ingrédients bizarres, vous allez pouvoir réenchanter votre jardin. Alors tout d'abord, les pièges à gouttelettes. Qui ne s'est pas arrêté déjà, tout émerveillé devant une toile d'araignée emperlée de rosée ou de pluie? Eh bien, il existe des plantes qui vous garantiront le même effet. Le fenouil vivace en fait partie. Dans son pot tout maigrichon et tremblotant, il n'inspire pas vraiment, mais attendez de le voir grandir. Il va s'épanouir en un brouillard de feuilles plumeuses, pourpres ou vertes, dans lesquelles les gouttelettes vont étinceler comme si la fée Clochette avait survolé votre jardin. En prime, vous aurez très certainement la visite du très beau papillon macaon, qui est devenu fort rare et qui aime y pondre ses œufs. Notre fenouil n'est pas compliqué. Du soleil, une terre filtrante, il s'adapte aussi bien dans une plate-bande où il dépasse gaillardement le mètre qu'au balcon. Sa floraison jaune anisée en ombelle est mellifère et toute la plante est comestible. Essayez donc les tiges tendres coupées en petits tronçons dans un ragoût et composez des assiettes spectaculaires en mariant pousses de fenouil pourpre, saumon fumé et rondelles de citron. Il se ressème allègrement, mais la couleur des bébés entre pourpre et vert est rarement celle des parents. Alors un autre piège à gouttelettes, une autre plante magique qui elle demande un peu d'ombre, c'est l'alchimie. Alors imaginez une touffe de belles feuilles rondes, veloutées, ressemblant à des feuilles de géranium. Après la pluie, les gouttes s'y concentrent en perles rondes et brillantes. La rosée aussi d'ailleurs. Le nom d'alchimie ne doit rien au hasard puisque les alchimistes recueillaient ces gouttes, considérées comme magiques, pour leur préparation. On présente cette plante comme supportant le soleil, mais nous ne sommes pas en Angleterre et je pense qu'il faut éviter sous nos latitudes les expositions trop lumineuses, car le soleil, par effet de loupe, pourrait bien brûler les feuilles. Elle se plaît en sol plutôt frais et fleurit en petits nuages jaune citron sur des tiges de 40 cm. Les fleurs peuvent être utilisées fraîches ou séchées en bouquet. Pour moi, l'accord idéal se fait avec des fleurs bleu foncé. Alors même si la floraison brumeuse et jaune acidulée est une récompense à elle toute seule, pensez quand même à mettre votre alchimie dans un endroit où vous pourrez profiter du spectacle de ces gouttelettes magiques, c'est-à-dire en bordure de plate-bande ou même en bordure de sentier. Alors après les pièges à gouttelettes, le deuxième ingrédient du jardin magique, ce sont les grandes bringues qui bougent bien. Alors cela évoque peut-être pour vous un célèbre mannequin qui a quitté pour la Croix-Rouge. Que nenni! Il s'agit de plantes hautes, peu ramifiées, qui balancent leurs fleurs avec grâce au moindre souffle de vent. Alors parmi elles, la verveine de Buenos Aires, qui connaît chez nous un succès croissant. Cette belle argentine mellifère, aimée des papillons, lance ses tiges rugueuses à des hauteurs avoisinant 2 mètres. Au sol, sa touffe vert bleuté tient peu de place, c'est en altitude qu'elle fait le spectacle. À l'extrémité des tiges rigides fleurissent des panicules lilas rosées d'une teinte remarquable qui se voient tard le soir contrairement à d'autres coloris qui s'éteignent très vite au crépuscule. Ça c'est un secret et si vous voulez avoir des fleurs qui se voient la nuit à côté de la maison, quand vous les mangez dehors, pensez au blanc, pensez au bleu. Alors cette fameuse verveine de Buenos Aires, elle est peu difficile, elle résiste bien au froid, mais souffre de trop d'humidité. Donc à elle, les jardins secs, le gravier, les bordures d'allées, les abords du garage, enfin c'est que du bonheur. Offrez-lui donc un sol drainant et invitez-la sur la terrasse où elle offrira des écrans beaucoup plus subtils que les sempiternels bambous très souvent morts de faim et de soif. Elle est magnifique, mariée avec des graminées. Alors cette verveine de Buenos Aires
connaît maintenant une variété qui est beaucoup plus petite et qui sera peut-être moins encombrante dans le jardin. Alors la règle aussi souvent consiste dans un jardin à mettre les plantes en randonnion, un peu comme dans les photos de classe, avec les petits devant et les grands derrière. Mais si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus spirituel dans vos plates-bandes, pensez à mélanger des grands sujets, et donc vous aurez des effets de transparence et des choses beaucoup plus naturelles qui ressembleront à ce qui se passe dans la nature. Autre grande bringue qui bouge bien, qui est un peu oubliée et qui vient tout droit des jardins de grand-mère, c'est le cosmos. Alors le cosmos, il se donne des petits airs d'assiettes chinoises se balançant sans discontinuer au-dessus d'un feuillage très découpé. Préférez le cosmos bipinnatus, rose, blanc, rouge, au cosmos sulfureus, jaune, orange, à mon avis, moins élégant. Enfin, il est plus touffu. Le cosmos bipinnatus, c'est celui qu'on connaît dans les jardins de grand-mère. Lui, il a ses fleurs qui bougent là au moindre souffle de vent et c'est plutôt intéressant. Alors pour les tailles, vous aurez également le choix entre du tout petit, 25 cm, ou du très grand, 1,50 m. Alors choisissez parmi les plus grandes, vous ne serez pas déçus. Alors par contre, il va falloir vous battre avec les limaces et les escargots qui adorent les semis de cosmos. Alors les graines sont grandes, elles sont allongées, vous allez gratter un petit peu le sol et vous allez semer à la volée. Cosmos gèle en fin de saison, mais comme il se ressème, vous aurez le plaisir de le voir revenir l'année prochaine. Alors dans une terre très riche, les cosmos ont un peu tendance à s'effondrer. C'est souvent le problème des fleurs trop nourries. Alors ce sont des plantes que vous pouvez inviter dans le potager dans l'usage que je vais vous décrire. Alors on peut utiliser aussi dans ce but les fenouils, c'est-à-dire vous allez vous en servir pour faire du camouflage pour vos plantations de choux. Alors pourquoi? Parce que la pyrrhide du chou, le papillon que nous détestons tous, vous savez, un peu blanc crème avec ses deux petits points noirs là et qui s'attaque à nos choux jusqu'à les transformer en vilaines dentelles. Cette pyrrhide du chou donc se dirige à vue, c'est-à-dire qu'elle piste tout ce qui peut ressembler à une silhouette de chou et elle fonce dessus. Donc pour l'éloigner, deux tactiques. Ça peut être de brouiller la silhouette des choux justement par des fleurs un peu hautes et qui vont la dissimuler sans toutefois lui faire trop d'ombre. Une autre des tactiques va consister à les asperger d'infusion d'armoise et quand le papillon arrivera dessus, il fera demi-tour. Alors la grande gigue qui suit, vous la voyez forcément tous les jours dans les plates-bandes urbaines, même si vous ne connaissez pas son nom. Il s'agit du gora, bien heureusement surnommé plante papillon. Alors préférez la forme vivace qui résiste au grand froid, à moins 20 degrés, au manque d'arrosage, au sol pauvre, bref, une perle que vous pourrez également utiliser en potée rustique. Alors une seule plante par pot, surtout parce que les touffes deviennent importantes. Alors si vous ne vous souvenez pas de son nom, moi j'ai trouvé un moyen mnémotechnique et la gora est agorable. Les feuilles des semis seront faciles à reconnaître car elles sont tachées de rose. Il vaudra mieux déplacer les pieds jeunes car la grosse racine pivotante des gros sujets compromet la transplantation. Alors du nain jusqu'à 1 mètre à 1,50 m de hauteur. Et enfin dans les grandes bringues qui bougent bien, mon chouchou absolu, la merveille, j'ai nommé le diérama qui s'appelle aussi canne à pêche des anges. Alors c'est vous dire si c'est vraiment très très beau. De la famille des iris, elle provient d'Afrique du Sud. Alors qui dit Afrique du Sud ne dit pas forcément désert. Sur les plateaux, on trouve des paysages verdoyants. On y aurait même tourné des publicités pour le beurre de Normandie. Toujours est-il que notre canne à pêche aime les terres fraîches et ensoleillées. Elle pousse à partir d'un corme, c'est une sorte de bulbe à tunique ligneuse qui grossit en formant des empilements. Alors le diérama, donc la canne à pêche des anges, résiste au froid, moins 7 degrés, et elle apprécie toutefois une protection hivernale pour rester au sec. Alors ses propres feuilles qui sèchent déjà lui servent de protection, et puis quelques poignées de fougères dans un pot retourné quand les sujets sont encore jeunes, ça peut convenir aussi. Mais enfin bon, me direz-vous à quoi elle ressemble? Alors j'y viens, imaginez une belle touffe de feuilles en ruban, vert glauque, que surmonte au mois de juin à 1,50 m de grandes cannes souples et mobiles. Alors réparties tout le long de ces cannes se balancent paresseusement des fils de fleurs en jupette rose violacée et de gros boutons gainés de blanc nacré. Alors le plus petit souffle leur donne vie et l'élasticité des tiges donne au moindre mouvement beaucoup de grâce.
pas très facile à trouver, mais je vous promets que le jeu en veut la chandelle. Et maintenant, les plantes pchit. Alors, elles se comportent comme un nuage de parfum ou de déodorant ou de lac, à vous de voir, qui reste en suspension quelques mini-secondes dans l'air de la salle de bain. Si vous faites partie des gens qui offrent des fleurs, vous connaissez certainement le premier qui noie les bouquets d'une brume blanche, c'est le gypsophile. Vous êtes fan? Alors attention, les limaces aussi. À la plantation, prévoyez un cordon de sécurité autour de la belle, cendres de bois, sciure, terre de diatomée, petits cheveux, ou un mur de Berlin en bogue de châtaigne. Vous pouvez semer, mais peut-être préférez-vous le godet ou encore au printemps des souches vendues en sachet plastique. La photo et le prix modique finiront, c'est sûr, de vous convaincre. Vivace, le gypsophile aime les sols profonds. Il a de grosses racines et des sols plutôt secs et calcaires. Moi, ma préférence va au gypsophile le paniculé blanc, culminant à 1 mètre, mais vous pouvez aussi tenter le gypsophile rampant, 10 cm environ, multiplié par bouture de tiges en été, car il n'aime pas être transplanté. À protéger, pour cela, utilisez un pot retourné rempli de feuilles sèches et lesté d'un caillou. Ce printemps, j'ai découvert une plante qui faisait le bonheur de ma grand-mère, alors nommée désespoir du peintre à cause de ses tiges coiffées de clochettes corail bougeant au moindre souffle, et donc impossible à peindre. On l'appelle plus couramment euchère. Ces dernières années, on a plutôt favorisé ses sélections en fonction des feuillages, mais je vous conseille de redécouvrir celui que l'on appelle pluie de feu, aux belles fleurs rouge corail, en bordure autour d'un arbre. Elle trouve son meilleur usage. Rustique, dotée d'un feuillage net, serré, nuancé quelquefois de pourpre, elle maintient le sol propre, supporte vaillamment l'ombre claire et la sécheresse et dispense ses vagues de nuages vifs pendant plusieurs semaines en accompagnant les brusques variations de lumière caractéristiques du printemps. Alors c'est une vivace. Après le blanc et le rouge, on se sent un peu obligé de tenter le pchit bleu, et oui, avec le myosotis. Dans le langage des fleurs, il dit « ne m'oublie pas ». En grec, il se traduit par oreille de souris, et touchez ces petites feuilles et vous comprendrez pourquoi il a ce surnom. Vous pouvez le semer dès le mois de mai, tout au long de l'été, pour vaporiser vos plates-bandes au printemps de bleu céleste, mais alors évitez les situations brûlantes, et il se ressèmera à qui mieux pour peu que vous lui laissiez quelques fleurs. Et les plantes crinières, j'y viens. Alors depuis quelque temps, le Stipa tenuifolia s'insinue dans les plates-bandes urbaines. Alors, cette graminée aux feuilles toutes fines, que l'on appelle aussi des cheveux d'ange, évolue au fil des saisons. Elle passe du look punk, cheveux courts, dressés, vert acide, à une coiffure bien plus sage, cheveux longs, lâchés, blond platine. En effet, au cours de la belle saison, le Stipa ne cesse de s'allonger et se colorie d'un or pâle très doux. Ses extrémités deviennent plumeuses et s'épaississent comme une chevelure. En fin de saison, lorsqu'elles ploient et frémissent, les touffes dorées du Stipa méritent tout à fait leur surnom de cheveux d'ange. Elles se marient très bien avec des plantes à pores raides et à fleurs joufflues qu'elles mettent en valeur par contraste, les agapanthes bleues, les dahlias grenats, mais on peut en entourer un rosier blanc de type polyantha à feuilles foncées pour un effet quasi magique. Pourquoi ne pas utiliser, par exemple, dans cet usage, l'irremplaçable rosier iceberg, appelé aussi fée des neiges, un rosier blanc obtenu en 1958 et qui est toujours vendu, preuve qu'il n'a pas trouvé de remplaçant. Et quoi de plus logique que d'accorder une fée des neiges à un ange à cheveux? Alors dans le genre chevelu, j'ai aussi une affection particulière pour l'orge à crinière, Ordeum jubatum, dont les graines sont malheureusement difficiles à trouver. Cette orge, en multipliant et en allongeant les barbes que l'on trouve habituellement au bout des céréales, est devenue réellement spectaculaire. Alors l'épi est alourdi par de longs crins qui retiennent aussi bien la lumière que les gouttes d'eau. D'abord verte, elle rougit ensuite pour finir en beauté, pourvue de ces cheveux de lin dont on parlait dans les légendes. Alors il est dommage qu'elle ne soit pas plus connue. C'est une annuelle. Petit poème pour terminer. Les gentilles fleurs qui moutonnent, c'est bien beau mais c'est monotone. Pour introduire du mystère, faut changer certains critères. Piège à lumière, plante géante, feuillage flou, vous ne vous ennuierez plus du tout. Voilà, c'était Annick Bailly, je vous dis à la semaine prochaine.